êtes sur Télé-École, la première télé éducative en Afrique au Sénégal, la télé 100% éducation. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, très chers amis téléspectateurs. Et comme vous le savez, les principes de l'émission Ma Santé, c'est une émission qui nous aide, qui consiste à débattre sur des questions de santé afin de vous fournir en tout cas le maximum d'informations pour prévenir, pour améliorer votre santé tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète, le diabète qui est en train de faire des ravages un peu partout. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau mon cher ami Babacar Sarr, étudiant en doctorant troisième année de médecine. Il est à Christophe Iba Mar Diop, c'est bien cela. Bienvenue, cher ami. Merci pour la parole. Bonjour, je suis Babacar Sarr, étudiant en doctorat 3 de médecine à l'école privée de médecine Saint-Christopher Iba Mar Diop. Oui. Merci, bienvenue. Alors, à côté, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois mon cher ami Babacar Diouf, doctorant aussi, deuxième année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, M. Mbalo. Et aussi, je dis bonjour à ceux qui me suivent. Je m'appelle Babacar Diouf. Je suis étudiant en doctorat 2 à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un plaisir aussi pour moi de repasser dans le plateau. Tout le plaisir est pour moi, cher ami. Alors, je vous le disais tout à l'heure, très chers téléspectateurs, nous allons parler du sucre, nous allons parler tout simplement de tout ce qui peut être causé par l'excès de sucre, car comme vous le savez, le sucre est indispensable pour la vie de l'être humain, mais tout excès est nuisible. Et justement, nous allons parler du diabète, le diabète qui fait des ravages. Et monsieur Sarr, docteur Sarr, c'est quoi en fait le diabète ? D'accord, donc merci pour la parole. Le diabète est une maladie chronique. Donc quand on parle de maladie chronique, donc c'est une maladie qui s'étale dans le temps, qui est caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang. D'accord, il y a aussi une définition qui est unanime, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, donc qui définit le diabète comme une hyperglycémie chronique en rapport avec une insulinopénie absolue ou relative liée à des facteurs de risque génétiques et ou environnementaux. Alors, on entend souvent parler de diabète 1, 2. Quels sont les types de diabète en fait? D'accord. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a catégorisé le diabète en 4 types de diabète, dont 2 vont nous intéresser au cours de cette émission. D'accord, je vais commencer d'abord par les 2 autres. Donc, il s'agit du diabète gestationnel. Donc, c'est le diabète qu'on voit chez les femmes enceintes. Donc, c'est un diabète qui apparaît au cours de la grossesse et qui disparaît généralement après l'accouchement. Il y a aussi, après l'accouchement, donc après un bon suivi, il y a aussi le diabète secondaire, les diabètes secondaires. Donc, le diabète secondaire, donc, c'est un diabète qui est induit par d'autres maladies, telles que les cancers, telles que les maladies de la thyroïde, telles que les maladies surrénaliennes. Donc, c'est au décours de ces maladies-là qu'apparaît le diabète. Et ce diabète-là va disparaître lorsque la maladie sera guérie. D'accord, c'est le diabète qui guérit. Donc, il y a des diabètes qui peuvent guérir, parce qu'on entend souvent, quand on parle de diabète, on pense souvent que c'est une maladie chronique qui ne peut pas guérir. Oui, il existe des situations où le diabète peut guérir. C'est dans ces 2 cas de figure que je viens de citer. D'accord, mais il y a d'autres cas, comme le diabète de type 1, donc qui est un diabète rencontré généralement chez les enfants, chez les adolescents et chez les jeunes adultes. D'accord. Il y a aussi le diabète de type 2, donc qui est un diabète qui est rencontré chez les adultes, c'est-à-dire les personnes d'âge supérieur à 40 ans. Donc, c'est les 2 types de diabète qui sont les plus fréquents, qui sont les plus rencontrés ici.
et qui ne sont pas, qu'on ne peut pas guérir. Bon, merci beaucoup, cher ami, Monsieur Sarr. Alors, très chers téléspectateurs, comme vous venez de l'entendre, il y a des cas où le diabète peut guérir, bien entendu. Et vous avez parlé du diabète de type 1, du diabète de type 2, et cela me permettra tout simplement d'aller voir mon cher ami Diouf. Cher ami, quelle est la différence, en tout cas, entre les deux diabètes, entre le diabète 1 et les diabétiques de type 2? Merci pour la question. Bon, Moussa Sarr a déjà parlé de ça au niveau des différences parce qu'il a déjà parlé de l'âge et les populations qui sont touchées par les deux types de diabète. Bon, pour le diabète de type 1, il apparaît souvent chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Alors que le diabète de type 2 apparaît chez les personnes d'âge supérieur à 40 ans. Ça, déjà, c'est une différence. Mais aussi, il y a une autre différence au niveau des mécanismes. Le diabète de type 1, c'est ce qu'on appelle le diabète insulinodépendant. Ça veut dire qu'il y a une insulinopénie. L'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, dont le rôle est de faciliter l'utilisation du sucre par l'organisme. Si le sucre n'est pas utilisé par l'organisme, cela s'accumule au niveau du sang et c'est ça que l'on appelle l'hyperglycémie. Maintenant, dans le diabète de type 1, il n'y a pas cette insuline-là. Donc, c'est une insulinopénie, une absence d'insuline qui entraîne le diabète. Alors que dans le diabète de type 2, c'est ce qu'on appelle le diabète non insulinodépendant. Dans ce cas-là, il y a l'insuline qui est présente, mais cette insuline-là ne parvient pas à être utilisée par l'organisme. Donc, il y a une insulinorésistance. L'insuline et l'organisme peuvent être considérés comme une clé. L'insuline peut être assimilée à une clé qui ouvre l'organisme en quelque sorte et lui permet d'absorber le sucre qui est accumulé dans le sang. Maintenant, quand il y a une insulinopénie, donc on peut dire qu'il n'y a pas de clé pour ouvrir l'organisme. Maintenant, quand il y a une insuline aussi et que cette insuline-là ne parvient pas à ouvrir la porte, donc dans ces deux cas de figure-là, le sucre s'accumule au niveau du sang. Mais en résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence se trouve au niveau de la population touchée. Pour le diabète de type 1, c'est les adolescents, les enfants, les jeunes adultes. Le diabète de type 2, c'est les personnes âgées ayant plus de 40 ans. Merci beaucoup, cher ami Babacar. Alors, si je comprends bien, les diabétiques de type 1 et de type 2, il y a une grande différence et la principale différence se situe sur l'âge. En tout cas, les diabétiques de type 1 sont souvent plus jeunes, c'est souvent une tranche d'âge des jeunes, et les diabétiques de type 2, c'est au-delà de la quarantaine et autres. Voilà, donc est-ce qu'il y a docteur Sarr, Monsieur Sarr, est-ce qu'il y a les deux diabètes se manifestent de la même? D'accord, merci pour la question. Donc, dans le diabète, nous avons 4 signes qui sont communs au diabète de type 1 et au diabète de type 2. Nous avons d'abord la polyurie, c'est-à-dire c'est le fait d'uriner beaucoup. La personne urine une quantité plus importante par rapport à la normale. C'est la polyurie. Donc, on peut avoir aussi la polydipsie, c'est-à-dire la personne boit beaucoup. C'est-à-dire il peut boire 3, 4 à 5 litres d'eau par jour. D'accord. Donc, le fait de boire beaucoup d'eau, c'est... Parce que souvent, on conseille, surtout quand il fait chaud, on conseille de boire beaucoup d'eau et tout ça. Est-ce que ça a un rapport et tout? Non, en fait, ça n'a pas de rapport. Donc, pour le diabète de type 1, donc ce qui induit le fait de beaucoup boire, c'est-à-dire c'est le fait de beaucoup uriner, en fait, et puis l'accumulation de sucre. Pour pouvoir évacuer ce sucre-là, donc l'organisme a besoin d'emmagasiner beaucoup d'eau pour faciliter l'exsécrétion du sucre. D'accord. Donc ces deux signes-là sont communs aux deux types de diabète, mais se rencontrent généralement dans le diabète de type 1. D'accord. Il y a aussi l'amaigrissement, c'est-à-dire le patient perd du poids sans savoir pourquoi. Et aussi, il y a la polyphagie. Ça veut dire que la personne a tout le temps faim. Mais malgré ça, il continue de perdre du poids. Donc la personne a faim, la personne mange comme si elle était en bonne santé, mais elle grossit pas de résultat. D'accord, non, c'est pas en fait le fait de manger, en fait, mais il a tout le temps faim. La polyphagie est définie par le fait d'avoir tout le temps faim. En fait, tu peux avoir faim sans pouvoir manger à ta guise. D'accord. Donc, mais ici, ça veut dire que la personne a tout le temps faim, mais malgré ça, elle continue de perdre du poids. L'appétit est présent, mais le poids ne reste pas, quoi. Oui, mais le poids ne reste pas. Ça, c'est des mécanismes qui vont s'expliquer au cours
de la discussion. D'accord, vous allez comprendre. Ces deux signes se voient généralement dans le diabète de type 2. Les deux derniers, l'amaigrissement et la polyphagie. Ça se voit généralement dans le diabète de type 2, mais sont communs aux deux types de diabète. Ça peut être retrouvé comme dans le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors, merci beaucoup, cher ami. C'est vrai que c'est des types de diabète qui c'est complexe et c'est à peu près lié côté manifestation. Alors, docteur Sarr, monsieur Sarr, quels sont tout simplement les facteurs favorisant tout simplement le diabète? Donc, il faut savoir d'abord par facteurs favorisants que ce sont des facteurs qui peuvent conduire à la maladie. Maintenant, pour le diabète, il y a deux principaux facteurs favorisants. Il y a ce qu'on appelle le facteur génétique, communément appelé le facteur héréditaire. Donc, dans une famille, quand il y a déjà des cas de diabète, il est très fort probable que dans la descendance, qu'il y ait aussi des diabétiques. Mais c'est surtout pour le diabète de type 2. Donc, il y a des familles qui ont des prédilections à faire le diabète, surtout que dans les grands-parents ou bien dans l'ascendance, il y a déjà eu des cas de diabète. Ça, c'est pour les facteurs génétiques. Il y a aussi les facteurs environnementaux. Donc, la sédentarité, l'obésité, voilà, surtout la sédentarité, le fait de ne pas avoir des activités physiques ou bien avoir des activités physiques qui sont limitées, ça concourt à amener au diabète. Parce que vous savez, le sucre est utilisé pour produire de l'énergie. Maintenant, quand on mange du sucre et qu'on ne fait pas d'activité physique pour produire de l'énergie, le sucre va s'accumuler au niveau du sang. Et cette accumulation peut entraîner le diabète. C'est pour ça que la sédentarité, elle est dangereuse. Merci, monsieur Diouf. C'est très intéressant, en tout cas, ce que vous dites, ce que vous avez dit. Alors, vous avez signalé un point très intéressant, l'aspect héréditaire. Pouvez-vous revenir un peu sur cet aspect-là? D'accord. Sur l'aspect héréditaire, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que le diabète n'est pas une maladie héréditaire, n'est pas une maladie que l'on transmet à la descendance. Mais il est dit que quand dans une famille, il y a déjà apparition du diabète, il y a de fortes chances que dans la descendance, qu'il y ait des diabétiques. Donc, ce n'est pas une maladie héréditaire, mais le fait d'avoir un diabétique dans la famille donne des prédispositions aux descendants à développer la maladie. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas une maladie qui se transmet de manière héréditaire. Voilà. Bien. Alors, monsieur Sarr, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que vient de nous dire monsieur Diouf? Bon, comme l'a si bien dit mon collègue, monsieur Diouf, donc le facteur héréditaire du diabète, en fait, sur le plan scientifique, n'est pas totalement élucidé. En fait, il n'y a pas encore une étude qui montre que le diabète se transmet comme ça des parents vers les enfants. Donc, on sait qu'il y a un facteur qui est là, un facteur familial qui est là. Par exemple, dans une famille où les parents, ou bien l'oncle, ou bien la tante a développé un diabète, donc les descendants sont susceptibles de faire un diabète. D'accord. C'est donc tout ce qu'on peut. D'accord. C'est vraiment complexe et tout. Alors, le diabète, comment peut-on prévenir le diabète? Et aussi, souvent, il y a des dépistages et tout. Pouvez-vous un peu aussi revenir sur ce cursus-là? D'accord. Donc là, c'est le plus important même du débat, c'est-à-dire la prévention du diabète. Donc la prévention du diabète consiste à lutter contre les facteurs de risque. Consiste aussi à adopter une bonne hygiène de vie et d'alimentation, quoi. D'accord. Donc pour les facteurs de risque, donc c'est les facteurs de risque cardiovasculaires comme nous le connaissons tous, c'est-à-dire c'est l'hypertension artérielle, c'est l'hypercholestérolémie, c'est le tabac, c'est l'alcool. Donc il faut éviter tout ça. Le tabac, lui, il est présent partout, quoi. Et lui, il ne fait que des dégâts, le tabac. Oui, généralement, le tabac est présent dans presque... Le cancer, l'hypertension, le problème de cœur. Hein, le tabac est présent partout. Et il ne fait que des dégâts. Oui, il y a aussi les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire l'hygiène d'alimentation. Un aspect très important. Un aspect, oui, très important. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas manger trop sucré, c'est-à-dire d'éviter surtout le sucre rapide.
c'est le sucre blanc que nous consommons souvent. D'accord. Donc, consommer des céréales, des fruits, des légumes. D'accord. Là, il y a des sucres lents. D'accord. Donc, il y a aussi le fait de ne pas manger trop gras, c'est-à-dire de ne pas consommer les aliments riches en matières grasses, comme la viande, comme le lait, comme les œufs. D'accord. Vous avez parlé de sucre rapide et de sucre lent. C'est quoi le sucre rapide? C'est quoi le sucre lent? Et voilà. Bon, quand on parle de sucre rapide, c'est-à-dire c'est du sucre qui quitte directement, qui quitte rapidement l'estomac pour aller vers le sang. D'accord. Donc c'est un sucre qui s'accumule plus au niveau du sang. C'est pour ça qu'on parle de sucre rapide. Et c'est le sucre qu'on mange souvent, qu'on utilise souvent avec le thé, avec le café, avec la boisson et tout ça. Généralement, les yaourts, généralement les aliments que nous consommons. Alors que le sucre lent, c'est le sucre qui se trouve au niveau des fruits, des légumes, des céréales. Et le sucre lent est beaucoup plus bénéfique à l'organisme. D'accord. Donc, il faut favoriser le sucre lent dans la prévention, en tout cas du diabète. Et vous avez aussi, on parle souvent de dépistage aussi dans cette prévention. D'accord. Donc, et aussi, se dépister souvent. D'accord. Il faut souvent aller contrôler son taux de sucre. D'accord. Et pour ça, pour le dépistage, donc mon collègue, M. Diouf, va en parler. D'accord, d'accord. Donc pour le dépistage, nous allons voir M. Diouf. Je rappelle, très chers amis téléspectateurs, que vous êtes dans votre émission Ma Santé et j'ai le plaisir de recevoir M. Sarr, étudiant en médecine, en doctorant en 3e année, et M. Diouf aussi, qui est étudiant en médecine aussi. Alors, nous étions justement en train de parler du diabète. Alors, M. Diouf, Monsieur Sarr parlait tout à l'heure du dépistage. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ça? Oui, effectivement, le dépistage, c'est un aspect très important dans la maladie du diabète, puisque c'est une maladie chronique et puis aussi c'est une maladie qui n'épargne personne. Voilà, sachant aussi que c'est une maladie qui survient au-delà de 40 ans pour le diabète de type 2. Voilà, donc c'est important de se faire dépister de temps en temps, contrôler son taux de sucre, parce que la maladie peut être, on peut avoir la maladie et sans le savoir, d'où l'intérêt aussi de faire du dépistage. Et le dépistage se fait de manière très accessible, on peut le faire à la pharmacie, on peut le faire au niveau des postes de santé, on peut même le faire chez soi, il suffit juste d'avoir l'appareil que l'on appelle le glucomètre. Voilà, donc cela se fait de 2 manières différentes, soit à jeun, c'est-à-dire la personne reste 8 heures de temps sans manger, à jeun de 8 heures. C'est pour ça que le plus souvent on les fait le matin. Donc les personnes qui doivent contrôler les glycémies, on leur dit d'arrêter de manger à 20 heures. De ce fait, à leur réveil, ils pourront faire la prise sanguine. Donc voilà, après 2 prises et que le taux de glucose dépasse 1,26 g sur 2 jours différents, là on parle du diabète, on peut parler du diabète. Voilà, cela peut se faire aussi au hasard, donc la personne n'a pas besoin d'être à jeun. Et quand on fait une prise au hasard 2 fois de suite et que les chiffres dépassent 2 g par litre, donc là aussi on peut parler du diabète. Merci beaucoup, cher ami. Très chers téléspectateurs, il est important en tout cas de se faire dépister, d'aller très tôt quand on sent des choses, d'aller très tôt voir un médecin parce que tout simplement la santé prime dans la vie de l'être humain. Quand on a une bonne santé, on a tout simplement une vie épanouie. Quand on parle de dépistage, on doit aussi penser à l'évolution du diabète. Comment est-ce que ça évolue? Donc pour l'évolution, il faut le voir sur deux aspects différents. Il y a l'évolution sous traitement et l'évolution en absence de traitement adéquat. Donc quand le malade il est sous un bon traitement, avec une bonne observance, il va évoluer de manière très bien avec un diabète qui est équilibré. Voilà, mais maintenant, quand il y a absence de traitement ou bien un mauvais suivi du traitement, l'évolution va se faire vers des complications. Et il y a des complications qui sont à court terme, telles que l'hypoglycémie. Donc, un diabétique peut faire une hypoglycémie. Donc, surtout les diabétiques de type 1 qui prennent de l'insuline par injection. Après avoir pris cette insuline-là, s'ils ne s'alimentent pas bien, sachant que l'insuline, ça diminue le taux de sucre du sang.
imagine de prendre l'insuline et après on s'alimente pas bien, donc le sucre va continuer de s'abaisser, ce qui va entraîner des hypoglycémies. Donc ça c'est un cas de figure des complications à court terme. Il y a ce qu'on appelle aussi l'acidocétose. Peut-être c'est un terme un peu scientifique, mais l'acidocétose, cela s'explique par le fait que l'organisme ne pouvant pas utiliser le sucre pour produire de l'énergie, va dégrader les acides gras. Et cette dégradation-là va produire ce qu'on appelle des corps cétoniques. Donc c'est ça qui entraîne l'acidocétose. Ça aussi c'est une complication à court terme. Il y a aussi des complications à long terme qui vont toucher certains organes tels que le cerveau et entraîner ce qu'on appelle l'AVC, que l'on connaît tous, l'accident vasculaire cérébral. Ça peut aussi toucher le cœur et entraîner l'infarctus du myocarde, communément appelé l'arrêt cardiaque. Voilà, ça peut attaquer les yeux, causer des troubles visuels, voire même la cécité. Ça peut attaquer aussi les nerfs, entraîner ce qu'on appelle des neuropathies périphériques. C'est ce qui explique chez les diabétiques. Parfois, ils perdent la sensibilité et ils peuvent se couper sans le savoir. C'est ce qui explique aussi le fait que les diabétiques ont souvent des plaies qui peinent à guérir. Donc voilà, donc l'évolution, c'est dans deux aspects. Sous traitement qui peut être favorable, mais en absence de traitement adéquat, donc il y a des complications. Merci, Monsieur Diouf. Alors, c'est très intéressant. L'évolution, en tout cas, peut causer beaucoup de dommages. Et pour éviter ces complications-là qu'il vient de citer, comment se passe en tout cas le traitement pour éviter toutes ces complications? Donc, d'une manière générale, le traitement du diabète tourne autour de 3 axes. Il y a le traitement médicamenteux. Donc, c'est les médicaments qu'on utilise pour le diabétique. C'est généralement l'insuline que le diabétique prend par injection, généralement chez les diabétiques de type 1. Il y a aussi les antidiabétiques oraux. Donc là, c'est des médicaments qui agissent à des niveaux différents de l'organisme pour diminuer le sucre. Il y a aussi les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire les mesures d'hygiène de vie comme le sport et les mesures d'une bonne alimentation. Il y a aussi la lutte contre les facteurs de risque, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, entre autres. Alors, merci. Alors, avant de finir, récemment, nous avons eu des échos sur les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais justement profiter pour vous poser la question suivante. Peut-on utiliser du sérum glucosé avec un diabétique? Donc, on peut bel et bien utiliser du sérum glucosé chez les diabétiques. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre l'hypoglycémie, par exemple, qui est une des complications à court terme du diabète. Donc, qui se voit généralement chez les diabétiques de type 1. D'accord. Donc, en cas d'hypoglycémie, donc l'hypoglycémie qui est définie par un taux de sucre qui est très bas. D'accord. Là, pour rehausser la glycémie, on est obligé de mettre du sérum glucosé, soit dosé à 5%, à 10%, bien à 30%. Il y a aussi d'autres cas comme pour le traitement de l'acidocétose diabétique. Donc, une fois le sucre diminué jusqu'à ce que ça soit inférieur à 2,5 grammes par litre, là, nous utilisons du sérum glucosé 5% pour continuer le protocole de traitement. Donc, le sérum glucosé peut bel et bien être utilisé chez un diabétique. D'accord. Merci beaucoup. La réponse est claire. Le sérum glucosé peut être utilisé par les diabétiques. Nous sommes, très chers amis téléspectateurs, au terme de cette émission. Et ce fut un plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur ce plateau, Monsieur Sarr. Alors, pour finir, quel est peut-être le message que vous avez aujourd'hui pour ces diabétiques qui sont là et qui sont en train de nous suivre? Qu'est-ce que vous avez un message pour eux? Donc, pour finir, nous allons d'abord vous remercier pour l'invitation, pour nous avoir permis de sortir ce qu'on a appris pendant tant d'années en médecine, et puis de transmettre un message en disant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, les maladies chroniques, donc c'est des maladies qui sont facilement dépistables. Donc, la prise en charge précoce est très importante pour l'évolution de la maladie.
Merci beaucoup, Monsieur Sarr. C'était un plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé-École. Monsieur Diouf, voilà, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de la fin? Déjà, vous remercier pour cette nouvelle invitation. Voilà, c'est toujours un honneur pour nous de venir dans ce plateau, partager notre connaissance avec tout le monde, parce que c'est ça aussi le but. Voilà. Et puis aussi, comme l'a dit Mouché Sarr, voilà, de lancer un message à la population diabétique, voilà, de mieux avoir une bonne observance de leur maladie, voilà, respecter le traitement prescrit par le médecin, parce que ça c'est important, et le plus souvent ça manque, ça fait défaut, surtout dans les régions un peu périphériques du Sénégal. Donc voilà, avoir une bonne observance, éviter aussi les facteurs de risque. Bon, le surpoids, on l'a cité, on les a tous cités, donc les éviter, avoir une bonne mesure hygiéno-diététique et aller se faire contrôler le taux de sucre. Et puis aussi pour la population non diabétique aussi, aller se faire dépister parce que c'est important. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Merci, Monsieur Sarr. Merci, très chers amis téléspectateurs de Télé-École. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de l'émission Ma Santé. D'ici là, portez-vous bien et souriez.